Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Zéphyr. Aujourd'hui, je vous propose un épisode méta dans lequel je vais aborder des théories issues de l'éthique environnementale ainsi que le potentiel de la recherche dans le domaine de la narration, des narrations, pour le développement de ces théories. Nous allons donc commencer par un petit résumé historique de la discipline de l'éthique environnementale. Nous allons ensuite parler des travaux de la chercheuse en littérature et plus largement en narration et en discours Erin James. Puis nous allons finalement parler de la complémentarité de ces deux disciplines, donc de l'éthique de l'environnement et de la recherche sur les discours, les narrations, qu'ils soient littéraires ou individuels. Vous comprenez donc que ces sujets sont au cœur de ce podcast. Donc l'éthique environnementale, c'est-à-dire la discipline qui a pour but de trouver des arguments justifiant comment nous devrions interagir avec la nature, quelles relations nous devrions entretenir avec la nature et pourquoi nous devrions la protéger ou non. Cette discipline naît dans le contexte des premières crises écologiques modernes, donc la deuxième moitié du XXe siècle, lorsqu'il y a eu une prise de conscience face à la pollution, à l'extinction des espèces, etc. et remet en question l'anthropocentrisme comme conception classique dans la société. Cet anthropocentrisme, c'est une pensée qui a pris beaucoup d'importance au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Ce courant de pensée souligne que seuls les êtres humains ont une valeur morale. La nature n'aurait alors de valeur qu'en tant que ressource pour l'homme, et elle ne porterait qu'une valeur dite instrumentale. Et cela s'illustre très bien par le concept d'animal-machine de René Descartes, qui pensait alors l'humain comme, je cite, maître et possesseur de la nature. Et selon lui, l'animal est dépourvu d'âme et de raison, et n'est qu'un automate biologique réagissant à des stimuli mécaniquement, sans conscience ni sentiment. Déjà au XVIIIe siècle, certaines voix critiques se font entendre, je pense notamment à Rousseau et à Jeremy Bentham, mais c'est quand même la pensée anthropocentrique qui règne dans la société, dans la pensée collective. C'est surtout vers le milieu du XXe siècle que des philosophes de l'éthique environnementale, donc, de différentes écoles philosophiques, vont remettre en question cette perception de notre rapport purement instrumental au non-humain, et donc qui remettent aussi en question cette réification conséquente des entités pourtant vivantes. Par exemple, le déontologue Tom Regan, donc un déontologue, c'est-à-dire un philosophe qui développe ses théories sur le respect de règles éthiques figées et d'actions acceptables ou non. Ces règles visent des grands principes comme l'égalité, l'intégrité, le respect et la responsabilité. Donc le déontologue Tom Regan propose d'étendre l'existence d'une valeur intrinsèque aux animaux. Donc pour définir la valeur intrinsèque, c'est-à-dire que l'on reconnaît qu'un être porte une valeur en lui du fait même qu'il existe. Il possède donc un droit de vivre et ses motivations individuelles doivent être respectées. Cette expansion de la valeur intrinsèque au règne animal octroie donc des droits directs et concrets aux animaux et implique des principes, des obligations que nous, êtres humains, devons respecter envers les animaux. Donc ils ont un droit à la vie, et nous avons l'interdiction de les tuer, par exemple. Ensuite, un penseur d'une autre école, Peter Singer, qui lui est utilitariste, pense légitime de considérer la souffrance animale dans les équations normatives utilitaristes, car nous savons maintenant que Descartes avait tort, et que les animaux ressentent la douleur. Donc, en tant qu'utilitariste, Peter Singer, lui, il n'aura pas des règles qui disent « cela est juste, cela est faux moralement », mais il va peser dans l'équation de la situation où y a-t-il moins de souffrance, quelle situation offre une souffrance minimum. Et donc lui, il propose d'intégrer la douleur animale dans ces équations, ce qui est également très nouveau à son époque. Et donc nous savons que les animaux possèdent des motivations finales à leur vie, qui évitent le mal-être, des motivations dont il faut tenir compte lors de la prise de décision éthique dans une situation donnée. Il y a même certains philosophes qui proposent d'aller plus loin et d'octroyer des valeurs non seulement aux animaux, mais aussi aux plantes,
On parle alors de biocentrisme, et aux écosystèmes. Et on parle là d'écocentrisme. Donc par exemple aussi octroyer des valeurs au sol, aux eaux, aux glaciers, etc. Et ceci en adoptant une approche holistique du vivant. Donc holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui compte, mais le tout, le bien-être de l'écosystème entier. Et donc un exemple connu pour cette approche holistique et écocentrique est Aldo Leopold, qui était le précurseur de cette façon de repenser nos devoirs envers le vivant, avec son éthique du paysage et son livre L'Almanach d'un comté des sables, publié en 1949. Et ensuite, il a été suivi par le Norvégien Arne Næss, 20 ans plus tard, en 1973, avec la philosophie de l'écologie profonde. Et lui, il défend une égalité de principe entre tous les êtres vivants. Tous ont une valeur intrinsèque, indépendamment de leur dimension instrumentale, donc utilisable par l'homme. Arne Næss va rester plus centré sur l'individu qu'Aldo Leopold, mais exprime également le principe d'équilibre écosystémique, donc l'idée de relation entre les individus qui est très importante, et c'est sur quoi nous allons nous pencher à présent dans la suite de cet épisode. Donc en effet, cette idée de relation est aujourd'hui centrale. Depuis les années 2010, les philosophes environnementaux, comme par exemple Chan, développent une théorie qui propose une catégorie de valeurs transcendant les valeurs purement intrinsèques ou instrumentales qui ont été jusqu'alors utilisées dans le discours environnemental. Et ce sont les valeurs relationnelles. Ces valeurs relationnelles expriment des relations basées sur la significativité émotionnelle d'entités naturelles pour les humains. Donc certaines constituent nos identités, reflètent notre appartenance à une région, symbolisent un souvenir important, et c'est pourquoi nous les valorisons. Ces relations, emplies de sens, mettent alors en avant une éthique du lien, qui est propre à chaque individu et contexte. Ce qui est valorisé, ce sont les relations réciproques, entre entités non substituables, donc nous ne pouvons pas remplacer l'arbre que nous aimons tant dans le jardin par un autre arbre, et des expériences qui sont vécues de manière contextuelle et co-construite entre un être humain et l'entité naturelle valorisée. Et c'est donc cette notion qui a permis de mieux intégrer les dimensions culturelles, par exemple, et subjectives dans les décisions environnementales, et c'est pourquoi cette notion a été reprise par l'IPBES en 2022. L'IPBES, si vous ne savez pas, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est en fait le GIEC de la biodiversité, si vous voulez, et qui est beaucoup moins connu, mais il s'agit de la même chose. Ils font également des rapports après un certain nombre d'années sur la situation et proposent des solutions et des mesures à prendre concernant la perte de biodiversité, comme le GIEC le fait avec la crise climatique. Et donc, par cette reprise de l'IPBES de cette notion de valeur relationnelle, cette notion a gagné en visibilité évidemment dans les discours scientifiques et politiques. Ce qui est complexe avec ces valeurs relationnelles, c'est qu'elles sont très complexes à analyser par leurs caractéristiques personnelles et contextuelles, mais ce sont ces valeurs qui sont aujourd'hui au centre des recherches en éthique de l'environnement, notamment dans le projet dans lequel je travaille en ce moment. Et pourquoi est-ce que je souhaite vous parler de ces relations aujourd'hui ? Parce que ce sont justement ces relations individuelles que les narrations environnementales, les récits écopoétiques étoffent, et ceci en engageant des dialogues sensibles visant à toucher émotionnellement nos imaginaires concernant la nature et notre ontologie dans le monde vivant. De plus en plus, les auteurs de romans placent la nature au centre de leur récit, comme protagoniste à part entière, actrice des événements principaux de l'histoire. Dans ces textes, le tissu relationnel entre humains et non humains se tisse en un réseau plus flou, dynamique, reliant les espèces entre elles, qui deviennent alors indivisibles. Et ces lectures sont intéressantes car elles perturbent nos imaginaires, jusque-là figés par l'idée d'une nature passive, catégorisée, porteuse de valeurs intrinsèques ou instrumentales, une nature qui d'un coup va participer à notre relation au monde par la lecture, au déroulement des récits et à la formation de nos propres histoires.
Et donc ces théories relationnelles environnementales tentent de théoriser différents types de relations au vivant afin de traduire ces liens complexes. Ces ontologies se situent sur un spectre, que je simplifie ici, allant d'une réalité anthropocentrique, qui serait vivre de la nature, à une vision écocentrique, vivre avec la nature ou même vivre en tant que nature, et ceci bien sûr en passant par des dimensions intermédiaires comme vivre dans la nature. Pourquoi j'évoque ceci ? Car je souhaite faire résonner ces concepts en partageant un article récent de la chercheuse en littérature environnementale anglophone Erin James, que vous trouverez dans les notes, dont la recherche est très innovante et pertinente pour les discussions de ce podcast. En effet, elle adopte une approche empirique qualitative en analysant des témoignages écrits et des interviews évoquant la nature, et particulièrement les feux de forêt. Et donc, il est important de comprendre ici qu'Erin James est chercheuse en littérature, mais aussi plus largement en discours, en narration, et elle utilise des méthodes empiriques des sciences sociales également pour ses recherches, et elle a donc un profil assez particulier et interdisciplinaire. Et elle souhaite observer comment les émotions et les sentiments envers les non-humains sont exprimés et suscités. Elle examine comment les émotions peuvent influencer les attitudes et les comportements du lecteur, de la lectrice, qui lit les témoignages écrits par exemple, envers la nature. Et donc cette chercheuse, elle contraste l'idée, souvent citée, de ressentir l'empathie pour les non-humains. Dans notre cas, à travers la lecture d'œuvres éco-poétiques, moi c'est ce qui m'intéresse, comprendre comment on peut gagner cette empathie envers le monde naturel, avec sa proposition de se concentrer sur la compassion plutôt que sur l'empathie. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, car je ne l'avais en fait encore jamais lu, et souvent les chercheurs, les chercheuses se concentrent sur l'empathie, et vous allez comprendre pourquoi cela fait vraiment sens, je trouve, et j'espère que cela fera aussi sens pour vous. Donc, les recherches d'Erin James sur la perception et les récits des feux de forêt démontrent que la compassion, donc démontrent empiriquement, que la compassion est l'émotion clé des narrations environnementales et non l'empathie. Donc, selon elle, l'idée de compassion, donc si on revient aux origines du mot con-pathie, souffrir avec, la nature, dans notre cas, apparaît comme plus pertinente que celle de l'empathie, qui, elle, vient de l'origine in-pathie, souffrir dans. Car la compassion est une émotion plus mobilisable dans les rapports humains-non humains. Pourquoi ? Car en effet, la compassion ne suppose pas une identification totale comparée au souffrir dans, donc l'empathie, qui est souvent difficile, voire impossible, à réaliser avec des entités naturelles radicalement autres, comme une rivière. Comment se mettre à la place d'une rivière, donc ressentir dans la rivière, un champignon ou un rocher. La compassion, elle, permet de reconnaître la souffrance ou la vulnérabilité d'un être sans devoir se mettre entièrement à sa place, ce qui rend l'action éthique plus concrète et soutenable. Donc, peut-on réellement s'identifier à un arbre et partager sa peine ? Peut-être que certaines personnes au principe écocentrique le peuvent, mais une telle attente de la société entière susciterait sans doute beaucoup de réactions hostiles et anthropocentrées dans le contexte actuel. Un contexte qui doit à tout prix éviter une polarisation au détriment de la prise de décision urgente. Donc la compassion, qui met l'accent sur la reconnaissance et la compréhension des émotions d'autrui, sans pour autant devoir s'y identifier, permet une approche plus douce, plus universelle, aux frontières plus floues et tolérantes des différentes façons d'habiter le monde. Je reviens maintenant sur l'éthique de l'environnement, pour refaire le lien avec le début de ce podcast et toute la partie historique que je vous ai livrée. Cette distinction émotionnelle entre empathie et compassion trouve son écho dans les débats philosophiques et politiques contemporains sur notre rapport à la nature. En particulier, la différence entre vivre en tant que nature et vivre avec la nature, formulée notamment dans les travaux de Lipes, soulève des concepts similaires. Si vivre en tant que nature vise une dissolution des frontières entre humains et non humains,
une ambition puissante mais difficile à appliquer à grande échelle, alors vivre avec la nature me semble plus opératoire. Je propose ici de reconnaître la différence tout en appelant à la cohabitation, à la responsabilité et à la protection de la nature. Donc cet écho que nous observons entre ces disciplines différentes, que sont la recherche littéraire et l'éthique environnementale, illustre parfaitement les enjeux de ce podcast. Je souhaite souligner que la recherche en littérature permet d'enrichir notre compréhension des relations entre humains et non humains, alors que l'éthique propose des cadres normatifs pour repenser nos responsabilités envers le vivant. La littérature explore ces enjeux à travers des formes sensibles, narratives et esthétiques qui touchent l'imaginaire personnel et collectif. Ensemble, ces deux disciplines permettent de tisser des ponts entre réflexions abstraites et émotions concrètes, entre concepts théoriques et expériences vécues, ouvrant ainsi des perspectives pour accompagner les transformations culturelles et politiques qu'exige la transition écologique. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode méta. J'espère que cela vous a plu. C'était une approche très théorique, mais il s'agit du volet qui concerne un peu plus la recherche et donc son ambition d'approfondir vraiment théoriquement toutes ces dimensions de la littérature environnementale. Donc n'oubliez pas de vous abonner à Zephyr Podcast sur Instagram ou sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.